Bonjour, bienvenue à toutes et à tous. Ça faisait quelque temps qu'on n'avait plus fait de podcast sur CPI Sport. On va reprendre les bonnes habitudes. Aujourd'hui, on va parler un petit peu du 15 de France de rugby et de sa tournée de novembre, quelques jours après qu'elle se soit achevée. On va faire un petit peu le bilan de cette tournée, revenir sur les 3 matchs qui ont eu lieu sur le sol français, parler de certaines individualités, parler des opportunités à l'avenir. Prochaine échéance, ça sera le tournoi des 6 Nations début d'année 2019. La dernière occasion de vraiment préparer en tournoi officiel la Coupe du Monde 2019 qui aura lieu au Japon. Donc voilà, on va revenir un petit peu sur ce qui s'est passé durant ces 3 semaines de tournée, avec un bilan plutôt dans le négatif, on peut l'annoncer tout de suite, 2 défaites pour une victoire, dont la dernière défaite contre les Fidji, qui donne l'impression d'avoir touché le fond. Mais on va commencer par le début, par la première rencontre, c'était au Stade de France face à l'Afrique du Sud, la plus belle affiche de ce mois de novembre 2018, face à une équipe qui a terminé deuxième du dernier Rugby Championship de l'hémisphère sud, en ayant battu la Nouvelle-Zélande notamment. Donc on s'attendait à une grosse confrontation, on l'a eu. Défaite encourageante, comme on a un petit peu l'habitude malheureusement avec cette équipe de France depuis 2011. Une bonne prestation qui n'a pas été concrétisée. On a senti l'envie des Bleus sur ce match, un match vraiment intéressant dans le contenu. Mais malheureusement, on a senti vraiment un manque d'expérience sur la gestion des moments clés, notamment après le deuxième essai français, on concède un essai directement sur le renvoi après une mauvaise réception du renvoi sud-africain. Voilà, typiquement le genre de choses qui sépare encore l'équipe de France du haut niveau. Et puis évidemment, cette fameuse fin de match, alors que les Bleus avaient 4 points d'avance, à la 80e minute, il restait quelques secondes à jouer, on enchaînait les pick and go, comme on dit, dans les 22 mètres adverses. Il y avait plus qu'à coffrer le ballon dans les regroupements et puis attendre que le chronomètre tourne. Et le match était gagné. Ça aurait été une grosse performance de battre l'Afrique du Sud. Malheureusement, on a été pénalisé dans cette 80e minute. L'Afrique du Sud ressort de son camp. Il y a ce fameux coup de pied que Damien Penaud croit sauver, met le pied en touche, finalement redonne la possession aux Springboks, qui ensuite enchaînent les temps de jeu et après plusieurs ballons portés près de notre ligne, finissent dans l'en-but. Et donc le match se termine par une défaite 29-26, cruelle, vraiment cruel, mais qui a aussi permis de rappeler tout ce qui manquait à l'équipe de France pour battre une des meilleures nations mondiales. C'est-à-dire que même quand le contenu y était, il fallait le réalisme, et on l'a pas eu. À souligner quand même qu'on peut pas non plus dire que le match a été dominé par les Bleus. Il y a eu du combat, il y a eu de la fatigue dans les dernières minutes. Les Box nous ont posé quand même pas mal de problèmes. Il y a un essai sauvé en catastrophe par un excellent retour d'Arthur Ituria, qui d'ailleurs s'est vraiment signalé sur ce match en position de 3e ligne aile, lui qui était 2e ligne auparavant, qui fait un sauvetage excellent sur Cheslin Colby qui allait à l'essai. Donc dans l'ensemble, c'est pas non plus un résultat immérité pour l'Afrique du Sud, qui sur le reste de sa tournée a perdu d'1 point, du coup scénario inverse dans les derniers instants face aux Anglais, qui a battu l'Écosse de 6 points et qui a perdu contre le Pays de Galles de 9 points. Ça, c'était donc pour la première rencontre. Deuxième rencontre face à l'Argentine à Lille. Enfin une victoire, 2 ans après la dernière victoire contre une nation de l'hémisphère sud. C'était d'ailleurs déjà contre l'Argentine, ce qui montre quand même l'incapacité des Bleus à battre vraiment les nations majeures de l'hémisphère sud. Il y a que les Argentins qu'on a battus récemment. Une équipe des Pumas qui d'ailleurs n'a pas spécialement impressionné sur sa tournée. Elle perd 28-17 en Irlande, 14-9 en Écosse, donc c'était pas non plus la meilleure Argentine qu'on ait jamais connue,
Qui plus est, le score est trompeur parce que on a notamment ce dernier essai de Guillaume Guirado qui est offert sur un plateau par les Pumas avec un ballon perdu un peu bêtement à quelques mètres de leur ligne. Donc Guirado a été bien placé et n'avait plus qu'à intercepter, à aller aplatir. Donc voilà, malgré tout, on va retenir du mieux quand même sur ce match. Hein. Il y a du positif à retirer. Quelques prestations individuelles qui nous ont emballés. Encore une fois, Arthur Iturria très convaincant. Guillaume Guirado, le capitaine, qui a su mener ses troupes et qui a été un modèle. La paire de centres, Ficou Bastaro, qui était enfin recomposée depuis le temps qu'on attendait ça. Les prestations de Geoffrey Doumerou étaient pas spécialement emballantes. Gaël Ficou avait souvent été positionné à l'aile ces derniers temps. On sait que Jacques Brunel aurait voulu le voir évoluer plus à l'aile dans son club du Stade Français. Ça n'a pas été le cas ces derniers mois. Il joue au centre. Donc cette fois-ci, il a eu sa chance au centre. Poste de premier centre très complémentaire avec Mathieu Bastaro qui est plus dans la puissance. Ficou est plus dans l'évitement. Le deuxième essai qu'on inscrit par Teddy Thomas, c'est clairement lui qui fait la différence. Il a transpercé le rideau argentin avant de bien lever la tête et d'envoyer une passe de 20 ou 30 mètres absolument splendide pour Teddy Thomas. Donc voilà, Gaël Ficou a fait la différence dans ce match et on l'a senti enfin lancé. Mais après ce match, il y avait quand même l'entraîneur des arrières, Jean-Baptiste Elissal, qui a tenu à tempérer un peu tout ça en disant je connais l'oiseau, c'est pas un exemple de régularité. Donc effectivement, il fallait qu'on attende de voir Ficou dans la continuité. La continuité, c'était un 3e match face aux Fidji, qui est le point d'orgue de cette tournée où en fait qui a anéanti, on va dire, toutes les belles choses qu'on avait entrevues contre l'Argentine. Gaël Ficou notamment, puisque j'étais en train d'en parler, qu'on n'a pas trop vu dans ce match, qui n'a pas fait de différence, mais il n'y a aucune individualité à ressortir de l'équipe sur ce match-là, puisque c'est vraiment tout le 15 de France qui a complètement failli face aux Fidji. On a été dominé dans les impacts. On a eu un manque absolu de créativité offensive. Les 2 essais qui sont inscrits par l'équipe de France ce sont sur des ballons portés, 2 fois par l'intermédiaire du talonneur Guirado. Donc voilà, tout ça, ça montre qu'on n'a pas du tout été au niveau d'une équipe des Fidji qui nous est du coup repassé devant au classement mondial, ce qui là montre un peu quand même où en est l'équipe de France dans la hiérarchie du rugby international. Perdre contre les Fidji, c'est la première fois que ça nous arrive après 10 victoires contre cette équipe. Mais il n'y a rien à dire sur ce match. L'équipe de France n'était simplement pas au niveau. Est-ce que c'est un péché d'orgueil après la victoire contre l'Argentine ? Je ne sais pas. Mais en tout cas, il y a eu une faillite psychologique certaine parce que il y a des automatismes tactiques. On peut parler aussi de technique, etc., de joueurs qui sont peut-être pas au niveau, mais il y a tout simplement un problème de mental et d'investissement. Beaucoup l'ont dit eux-mêmes, ils n'ont pas du tout été au niveau du maillot que représente celui du 15 de France et ils en avaient honte et je pense qu'ils pouvaient en avoir honte. On a notamment vu les coups de gueule de Mathieu Bastaro à la fin du match qui a eu des mots très durs envers ses coéquipiers et qui leur a rappelé un petit peu qu'il fallait pas se prendre pour d'autres et qu'il fallait retourner aux bases du rugby avec beaucoup d'humilité, dans des termes que je vais pas répéter, mais qui étaient très crus. De la même manière, le capitaine Guirado s'est senti trahi par son équipe. Enfin voilà, il y a eu des mots très forts après. C'est pas ça qui va changer l'opinion qu'on a du 15 de France après ce match contre les Fidji, mais bon, ça peut donner un motif d'espoir. On a senti quand même sur cette tournée qu'il y avait des leaders qui étaient présents, qui ont su prendre les rênes de cette équipe. C'est le point positif, on va dire, si on arrive maintenant aux individualités. Guillaume Guirado, Mathieu Bastaro sont des noms qu'on peut retenir, même si dans le jeu, celui de Mathieu Bastaro est toujours un petit peu stéréotypé. Il a progressé dans la technique notamment, mais contre les Fidji, il s'est enfermé dans son jeu d'impact et il a été beaucoup trop lent en défense. Il a d'ailleurs été ciblé par ses adversaires et dans ces zones-là, il a été très en difficulté.
Comme je l'ai dit, sur le match contre les Fidji, il n'y a aucune individualité à retenir. Sur les autres matchs, bah voilà, on les a déjà cités. La grande satisfaction, c'est Ituria devant, sur lesquels on pourra s'appuyer. Picamol n'a pas été mauvais non plus. Là, on l'attendait beaucoup pour son retour en équipe de France au poste de numéro 8. On sait que c'est un poste qui est un petit peu creux dans l'équipe de France. La Picamol a été plutôt convaincant, sans briller excessivement, mais il a été présent, il a répondu présent. Le pack d'avant, notamment sur la première ligne, Sigirado est une satisfaction. Les piliers, c'est pas encore ça. On n'a pas trouvé de révélation. Là, on peut pas dire qu'il y ait quelqu'un qui se détache en vue du prochain tournoi à destination et de la prochaine Coupe du Monde, que ce soit Gomez, Sa, Poirot, Slimani, Antonio, Bamba, le jeune champion du monde U20 qui a eu un petit peu sa chance en fin de match contre les Fidji, qui a aussi eu un jeu un peu stéréotypé, qui a voulu un peu trop en faire tout seul. Bon, j'ai pas été convaincu par les piliers, je ne sais pas ce que va décider Brunel pour les mois à venir, mais il y a aucun nom qui se détache à ce niveau-là. Par rapport à la charnière, maintenant qu'on a fait le pack d'avant, j'ai été vraiment très convaincu par Antoine Dupont, qui reste pour moi le meilleur demi de mêlée actuel français, malgré son jeune âge, et qu'il le sera encore pour les années à venir. Il n'a eu du temps de jeu que en sortie de banc. Ça, c'est aussi dû au fait qu'il ne soit pas buteur, et que l'ouvreur titulaire du 15 de France, c'est Camille Lopez, qui n'est pas spécialement buteur dans son club non plus. Donc c'est pour ça que Brunel a choisi de titulariser Serein en neuf pour avoir ses qualités de buteur. On peut penser que si Morgan Parra avait été là, il aurait été titulaire, et je pense que s'il est remis de sa blessure pour le tournoi à destination, il sera titulaire. C'est la paire qui compose avec Camille Lopez à Clermont, qui a des automatismes, qui sera probablement la paire titulaire en équipe de France. Dupont peut être intéressant aussi en impact player dans les dernières minutes. Donc voilà, pourquoi pas. Au poste d'ouvreur, derrière Camille Lopez, c'est encore un peu compliqué. D'ailleurs, même Camille Lopez lui-même n'a pas spécialement convaincu. Donc voilà, numéro 10, pas de grosse révélation positive non plus sur cette tournée. Derrière, on l'a dit, la paire Ficou-Bastaro au centre a été très intéressante contre l'Argentine. On l'a de nouveau perdu contre les Fidji, donc voilà, maintenant il va vraiment falloir trouver de la continuité, ça devient urgent. Il faut qu'il y ait des automatismes qui se créent, il faut qu'on arrive à garder une ossature, une équipe titulaire qui change pas beaucoup, qu'on peut garder pour le tournoi de destination et pour la Coupe du Monde. Donc il va vraiment falloir que ces deux-là au centre, Ficou et Bastaro, s'imposent. Sinon ça va être compliqué, il va de nouveau falloir bricoler. À l'aile, pareil, Teddy Thomas, il y a eu le bon et le moins bon qu'on connaît de Teddy Thomas, des essais inscrits, des fulgurances, des actions où il est capable de mystifier une défense, et puis typiquement sur cette fameuse action contre l'Afrique du Sud où il a un 3 contre 1 à négocier, il sert aucun de ses partenaires, finalement il est plaqué par la défense des Springboks, et puis il n'arrive pas à poursuivre l'action. Donc voilà, le meilleur et le pire de Teddy Thomas résumé en une action. Encore une fois, est-ce que Brunel va pas finir par s'agacer et le reléguer sur le banc? Je ne sais pas, mais on n'a pas non plus de solution aussi talentueuse que Thomas à l'aile. Donc ça sera à voir par la suite. Bon, on a parlé un petit peu des individualités. Venons-en un peu maintenant à la hiérarchie mondiale du rugby, à la place de l'équipe de France là-dedans. En particulier, on va commencer par l'hémisphère nord, puisque c'est ce qui va nous intéresser prochainement, le tournoi destination. Quels sont les objectifs de la France dans ce tournoi? On va être clair, sûrement pas de le gagner. Encore même pas de finir dans les 3 premiers, puisqu'il y a clairement maintenant 3 nations qui se détachent à l'échelle européenne. C'est l'Irlande, le Pays de Galles et l'Angleterre qui sont respectivement 2e, 3e et 4e au classement World Rugby, derrière la Nouvelle-Zélande, devant l'Afrique du Sud et l'Australie. Des nations qui ont encore séduit sur cette tournée de novembre. Je pense à l'Irlande qui a battu les Blacks, encore un exploit incroyable, c'est la 2e fois qu'ils les battent en 2 ans, sans prendre d'essai. C'est un exploit quand même contre la Nouvelle-Zélande. Ils ont rayonné dans ce match par
par leur qualité notamment dans les plaquages, dans les impacts. Ils ont un impact d'avant incroyable dans les regroupements, les rucks. Ils ont vraiment mis à mal la Nouvelle-Zélande. Ils gagnent 16-9. Enfin, très impressionné encore une fois par l'Irlande que le sélectionneur néo-zélandais lui-même a cité comme le favori pour la Coupe du Monde 2019. Peut-être un peu d'intox parce que ce sera une nouvelle fois la Nouvelle-Zélande qui sera favorite, double championne du monde en titre, mais ça montre quand même un petit peu maintenant ce qu'est devenu l'Irlande en rugby. Derrière elle, on va citer quand même le Pays de Galles, qui a 9 victoires d'affilée, dont un 4/4 sur cette tournée de novembre. Très impressionnant contre des nations quand même qui sont pas qui ont des qualités à revendre. L'Angleterre aussi a été proche de battre la Nouvelle-Zélande. Elle menait 15-0. Finalement, elle a un peu craqué en deuxième mi-temps sous le réveil des All Blacks, perd 15-16. Mais enfin, ça montre un peu que l'Angleterre a de quoi rivaliser avec cette équipe-là. Elle a complètement assommé l'Australie en deuxième mi-temps. Victoire assez large contre les Wallabies. Donc voilà, ces trois nations-là, Pays de Galles, Irlande, Angleterre, seront probablement devant sur le tournoi à destination. La France a peut-être les moyens de rivaliser avec l'Écosse. Elle devra battre l'Italie. Et si elle finit 4e, ça sera un résultat logique. Si c'est 5e, ça sera un résultat décevant. Voilà un petit peu ce qu'on peut attendre du tournoi des destinations. Ensuite, pour la prochaine Coupe du Monde, l'objectif, ça sera de sortir des poules, ni plus ni moins. On se retrouve avec l'Angleterre et l'Argentine. L'Argentine qui est juste derrière nous au classement mondial, 10e, nous on est 9e. Voilà, c'est représentatif du niveau des deux équipes. Sur cette tournée, l'Argentine n'avait pas non plus tous ses atouts. On sait qu'il y a probablement Nicolas Sanchez qui va monter en puissance et qui va rejoindre les Pumas pour la prochaine Coupe du Monde, notamment le numéro 10. Si cette équipe progresse, elle aura des ingrédients pour battre l'équipe de France. Enfin, elle devrait être sensiblement à son niveau, et donc c'est avec elle que devrait se jouer la qualification. Voilà, si on sort pas des poules, ça sera vraiment une immense déception. Là, on aura vraiment touché le fond. Mais on peut en tout cas difficilement viser plus haut qu'un quart de finale. Voilà, comme je l'ai dit, pour conclure un petit peu ce podcast, le 15 de France est en ce moment au creux de la vague. On croyait avoir touché le fond l'an dernier avec cette tournée qui était déjà ratée, qui s'était conclue par un match nul contre le Japon, assez humiliant, qui avait scellé le sort de Guinoves. J'ai toujours été sceptique quant au remplacement de Guinoves par Jacques Brunel. J'ai évidemment pas changé d'avis depuis, puisque le 15 de France depuis Jacques Brunel, c'est 3 victoires pour 8 défaites. C'est aussi une popularité au plus bas. On a vu un stade de France complètement vide contre les Fidji, ça a de quoi faire de la peine. Les audiences télé aussi sont en chute vraiment énorme. On a perdu 1,5 million de téléspectateurs entre 2012 et 2018 sur les matchs du 15 de France, 30% d'audience en moins. On sent que les résultats sont pas là et qu'il y a pas d'adhésion du public à cette équipe qui régulièrement passe complètement à travers. Comme je l'ai dit contre les Fidji, un manque d'investissement total, on les a sentis absents. Voilà, c'est sûrement pas ces affiches-là qui vont redorer le blason du 15 de France dans le cœur des Français. Maintenant, voilà, il va falloir rebondir quand même. Il va falloir accepter de vivre ce moment. On a peut-être une génération moins talentueuse qui nous permettra pas de viser les sommets. Il faut accepter ça et il faut peut-être se tourner vers l'objectif 2023. Il y aura la Coupe du Monde en France. Je pense que c'est vraiment l'objectif de la fédération. On sent qu'il y a eu une prise de conscience. Il y a de plus en plus de collaboration entre le 15 de France et les clubs. On l'a vu sur le positionnement des joueurs. Il y a des bases de données qui sont échangées par rapport aux performances des joueurs, etc. Pour l'horizon 2023, on peut être plus optimiste puisqu'on a cette génération championne du monde des moins de 20 ans qui va arriver, avec des Mbabamba qui a déjà été intégré à l'effectif pour cette tournée de novembre, avec des joueurs comme Louis Carbonel, comme Jordan Joseph, qui vont peut-être petit à petit s'intégrer au groupe France. Pourquoi pas, voilà.
aussi des joueurs de la génération d'au-dessus comme Antoine Dupont, Damien Penaud qui sont encore bien jeunes et qui ont de quoi prendre les rênes du 15 de France au fur et à mesure et redresser la pente pour viser 2023. C'est ce qu'on peut espérer en tout cas. Voilà de quoi conclure ce podcast. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à partager, réagir, commenter sur les différents réseaux sociaux où CPI Sport est présent. On vous attend toujours plus nombreux sur le site pour les podcasts et pour les articles. On va se quitter là-dessus et puis à bientôt. On vous souhaite tout le meilleur.